Vous soyez adepte de TCG ou fan de l'univers Cyberpunk, vous n'êtes probablement pas passé à côté de la campagne du jeu officiel Cyberpunk TCG. Lancée le 17 mars sur Kickstarter, elle s'est rapidement hissée parmi les plus gros succès de la plateforme, atteignant plus de 27 millions de dollars levés. Mais si vous êtes ici, c'est que vous voulez comprendre comment le jeu fonctionne, et vous êtes au bon endroit. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Dans Cyberpunk TCG, deux joueurs s'affrontent avec un objectif simple, obtenir plus de contrats que leur adversaire. Chaque joueur commence avec 6 contrats dans sa zone de fixeur. Ces contrats se débloquent automatiquement au début de chaque tour, mais il est aussi possible d'en voler à son adversaire. Le premier joueur qui commence son tour avec 6 contrats remporte la partie. Chaque carte possède plusieurs attributs qui varient selon son type. En haut, on retrouve d'abord son nom qui permet de l'identifier de manière unique. Son coût, qui représente le nombre d'Eddies nécessaires pour la jouer. Certaines cartes affichent également un symbole d'Eddies. Elles peuvent alors être utilisées comme ressources pour en jouer d'autres. On trouve ensuite son type, il en existe 4, chacun avec des propriétés différentes. Et enfin sa RAM, un élément essentiel qui va déterminer la constitution de votre deck. En bas, on retrouve ses tags, qui seront exploités par différents effets de cartes. Son effet, accompagné d'un mot-clé qui précise sa nature ou sa condition d'activation. Et enfin, sa puissance, utilisée lors des phases d'attaque et de défense. Chaque carte est également associée à une couleur qui influence directement la mécanique de jeu. On en compte 4 au lancement. Un deck se compose de 3 cartes légendes uniques et de 40 à 50 cartes, unités, programmes et équipements avec une limite de 3 exemplaires par carte. Les unités représentent les personnages que vous allez jouer, elles servent à attaquer, à défendre ou à contrôler le terrain. Les équipements viennent les renforcer avec des bonus de puissance ou des effets supplémentaires, et les programmes déclenchent des effets immédiats avant de partir dans la défausse. Mais avant tout, vous devez choisir vos 3 légendes. Ces légendes ne font pas partie du deck, mais elles vont directement impacter sa constitution. Elles disposent de leur propre emplacement sur le terrain et vous accompagnent pendant toute la partie. Vous ne pouvez inclure que des cartes de la couleur de vos légendes et devez respecter leurs limites de RAM. Par défaut, une légende permet de jouer toutes les cartes de sa couleur, tant que leur coût en RAM ne dépasse pas sa propre limite. Prenons un exemple. Si votre deck dispose d'une RAM bleue de 2, une carte avec une RAM de 1 sera jouable, alors qu'une carte avec une RAM de 3 ne le sera pas. En revanche, si vous jouez plusieurs légendes d'une même couleur, leur valeur de RAM s'additionne. Vous pouvez ainsi jouer jusqu'à 3 couleurs différentes dans un même deck pour varier les mécaniques, mais plus une couleur est représentée parmi vos légendes, et plus vous aurez accès à des cartes puissantes. Maintenant que les bases sont posées, rien ne vaut la pratique. Voyons concrètement comment se déroule une partie. Reprenons le terrain, sur lequel nous allons placer nos 6 dés de contrat, ainsi que notre deck. Mélangeons nos 3 légendes, puis plaçons-les aléatoirement sur leurs cases. Il ne faut pas connaître leur position en amont. Une fois l'ordre des joueurs décidé, à l'aide d'un dé ou de tout autre moyen, le joueur qui commence incline 2 de ses légendes. Chaque joueur pioche ensuite 6 cartes et a la possibilité de mulligan, c'est-à-dire de mélanger sa main dans son deck pour en piocher une nouvelle, une seule et unique fois. Tout est en place. Chaque tour se compose de 3 phases successives, la Ready Phase, la Play Phase et la Attack Phase. La Ready Phase se divise en 3 étapes. Piocher une carte, acquérir un contrat en lançant un des dés, sauf le D20 qui ne peut être lancé qu'en dernier, et redresser toutes ces cartes. Après ces 3 actions, on peut désormais rentrer dans la Play Phase. Durant cette phase, 3 actions sont possibles dans n'importe quel ordre. Il est possible de vendre une carte qui nous servira d'Eddies pour satisfaire le coût de nos cartes. La carte posée en Eddies doit avoir le logo correspondant et doit être révélée à l'adversaire avant d'être posée. Il est également possible de jouer une ou plusieurs cartes de sa main en consommant le nombre d'Eddies nécessaires. Les légendes sont aussi comptées comme des Eddies. Les Eddies dépensés sont inclinés et se redresseront à la prochaine Rally Phase du joueur. Et il est possible d'appeler une légende une fois par tour en dépensant 2 Eddies. Nous verrons également un autre timing pour appeler une légende plus tard. À l'issue de cette phase démarre la Attack Phase, mais elle n'est pas possible dans notre cas. Sauf indication contraire via des effets, les unités ne peuvent pas attaquer le tour où elles sont jouées. On peut donc terminer notre tour. L'adversaire peut procéder comme nous à sa Ready Phase, puis entrer en Play Phase. Il joue une unité pour 3 Eddies, vend une carte, puis attache un équipement à son unité. Cet équipement lui octroie un bonus de puissance de 2. Il met ensuite fin à son tour. Nous débutons notre second tour, et cette fois nous faisons le choix de ne pas vendre de cartes. Nous disposons de cartes vendables, mais il est préférable de les utiliser pour leurs effets ultérieurement. Nous allons éveiller notre première légende en inclinant 2 Eddies. Les légendes possèdent des effets variés et peuvent être utilisées de différentes manières selon leurs effets. Dans notre cas, cette légende peut être appelée ultérieurement sur le terrain comme une unité normale en payant son coût de 5 Eddies. Nous jouons une unité supplémentaire et allons pouvoir effectuer notre première Attack Phase. Nous inclinons notre unité pour attaquer et choisissons une cible.
Cette cible peut être la zone de contrat adverse ou l'une de ses unités inclinées. Dans notre cas, il s'agit de la zone de contrat adverse dans l'optique de lui en voler un. Durant l'étape offensive, nous pouvons résoudre les effets liés à l'attaque. Ici, nous n'en avons pas. Vient ensuite l'étape défensive. L'adversaire peut rediriger l'attaque vers une unité bloqueuse ou appeler une légende s'il dispose de 2 édits redressés. Aucun des deux ne s'applique ici, nous pouvons donc procéder au vol du contrat de notre choix. A noter que le nombre de contrats pouvant être volés augmente par tranche de 10 de puissance. Ici notre attaque est de 1, nous volons donc un unique contrat. Mais avec une puissance de 10, nous en aurions volé 2 et ainsi de suite. Notre adversaire démarre son tour et procède comme nous à un appel de légende. L'effet de sa légende est différent de la nôtre et intervient durant la attack phase. Il entre en attack phase et cible notre unité inclinée avec la sienne. L'effet de sa légende s'active durant l'étape offensive, lui permettant de piocher une carte. Il doit cependant en défausser une n'ayant pas la street cred suffisante. La street cred correspond à la somme des valeurs des dés de contrat. Sa légende en requiert au moins 20 pour éviter de défausser une carte, mais il ne dispose que de 8 pour l'instant. Durant l'étape défensive, nous pouvons utiliser la capacité de notre seconde unité. C'est un bloqueur, il peut donc rediriger l'attaque sur lui. On peut désormais passer à la résolution de l'attaque. Lorsque 2 unités s'affrontent, c'est la plus puissante qui l'emporte, et l'autre rejoint la défausse. En cas d'égalité, les 2 unités rejoignent la défausse. A partir de là, toutes les mécaniques principales du jeu sont en place. Voyons maintenant comment une partie se termine et ce qu'il se passe en cas d'égalité. Lorsqu'un joueur démarre son tour avec 6 contrats, donc avant d'en obtenir un durant sa rally phase, il remporte la partie. Mais si à l'issue de leurs 7 tours respectifs, aucun des 2 joueurs n'y parvient, la partie entre en overtime. En overtime, c'est le joueur avec le plus de contrats qui l'emporte. Et en cas d'égalité, le premier joueur qui arrive à prendre l'avantage remporte la partie. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre une partie de Cyberpunk TCG. Il reste bien sûr de nombreuses subtilités, mais avec ces bases vous êtes déjà prêt à lancer vos propres parties. En attendant la sortie du jeu, vous pouvez déjà y jouer grâce aux alpha kits disponibles sur le site officiel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, et à très vite sur The Glitcher Report.